Adéquancy présente. En 2020, vous êtes nommé président d'IBM France, vous succédez à Nicolas Sekaki. Absolument. Et justement, donc en octobre 2020, au moment de la nomination, c'est quoi la situation d'IBM en France ? Alors là, très franchement, je me suis dit, il y avait pas mal de défis à relever. C'est-à-dire, d'abord, on était en pleine crise sanitaire. C'est ça. Comme tous mes pairs dirigeants, on sait tous que c'était quand même un stress test incroyable pour tout le monde, mais aussi pour les dirigeants d'entreprise. À 2030, d'avoir contribué à développer les compétences de 30 millions de personnes. Pour montrer que dans le numérique, on n'a pas besoin d'être bac plus 5 ou plus 12 pour apporter de la valeur. Et puis, il y a tout le sujet de la reconversion. La reconversion, et notamment des femmes, parce que le numérique permet véritablement de créer des miracles, quoi. Face à face décideur, une émission de la chaîne Les Afters de la Transformation. Un podcast créé et imaginé par Adéquancy, spécialiste du management de transition. Une rencontre inspirante, impactante et immersive. Plongeons dans la vie d'un décideur avec Anthony Baron, CEO d'Adéquancy. Bonjour et bienvenue dans l'émission Face à Face Décideur, une émission qui accueille des leaders entreprenants, acteurs de l'économie réelle, portant au quotidien des mutations et des innovations dont les actions impactent notre société. Une immersion aujourd'hui dans l'univers des technologies, nous avons l'honneur d'accueillir Béatrice Kozowski, présidente d'IBM France. Bonjour Béatrice. Bonjour Anthony. Bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Face à Face Décideur. Donc dans cette interview, nous allons revenir sur les éléments de votre parcours, parler de l'histoire d'IBM, de son positionnement actuel, les transformations qui ont été notamment engagées par IBM France. On va évoquer le leadership, les pratiques managériales chez IBM France, et puis également les sujets d'impact au sein de la société en termes de RSE, diversité et d'inclusion. Plongeons tout de suite dans la vie d'une décideuse. C'est une femme influente dans l'univers de la tech que nous recevons aujourd'hui. Béatrice Kozowski, vous êtes diplômée de l'ESSEC en 1987. Et à la sortie des études, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat en créant une start-up dans le marketing. Et en 1994, vous rejoignez IBM pour ne plus jamais quitter ce groupe mondial américain. Vous suivez un parcours remarquable dans le groupe à travers différentes positions en France et à l'international. Directrice IMIA de la division Small and Medium Business sur l'activité logicielle d'IBM. Président d'IBM France Financement. Vice-président d'IBM Global Financing pour l'Europe du Sud. Managing Director en charge du groupe SNCF. Et en 2015, vous êtes nommée directrice générale France de l'activité Global Technology Services qui intègre les services IT et de maintenance. Béatrice, comment s'est construit votre plan de carrière chez IBM ? D'abord, tout ce parcours, ce qui est intéressant, c'est le cheminement entre l'expérience de création d'entreprise, d'ailleurs qui était pendant l'ESSEC, pas après l'ESSEC, pendant l'ESSEC. Ensuite, une PME, une expérience assez rapide dans une PME dans la cosmétique. Et puis, j'ai été appelée par IBM, que j'avais comme client quand j'avais ma société. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de voir un grand groupe se transformer. Parce que 1994, c'est le moment où IBM est en énorme transformation. Et donc, c'est intéressant de voir la capacité à se transformer pour à la fois les personnes et je dirais les organisations. Moi, la première chose que j'ai envie de dire, c'est une reconnaissance pour une entreprise qui est bienveillante et engagée vis-à-vis de ses valeurs, vis-à-vis de la diversité. Et je le dis parce que c'est toute une construction. C'est-à-dire qu'on est en 2023 aujourd'hui, mais quand j'ai commencé ma carrière, c'est vrai qu'il y avait quand même probablement des environnements beaucoup moins favorables pour une femme pour pouvoir s'épanouir et prendre des responsabilités. Donc, moi, j'ai trouvé un environnement qui m'a énormément soutenue, énormément encouragée. De ce que vous avez décrit, on voit bien la multitude des opportunités, cette mobilité interne. C'est ce qui fait que pendant presque 30 ans dans une société, on s'ennuie pas. Moi, j'ai l'impression d'avoir 1001 vies. Et en même temps, c'est ce qui permet aussi de se construire. Alors, j'ai eu des rencontres assez extraordinaires. Si vous me demandez quelle est ma première motivation chez IBM, ce sont les personnes.
Voilà, les personnes que cela m'a permis de rencontrer chez nous et avec nos clients et notre écosystème. Mais ça procède aussi de cette construction justement de l'expérience, du savoir-être. Et cette diversité en fait d'expériences qui fait qu'à un moment donné, quand on cherche après à nommer un président ou une présidente, finalement ça tombe sur vous. Exactement. Voilà. Et donc en 2020, vous êtes nommé président d'IBM France. Vous succédez à Nicolas Sekaki. Absolument. Et justement, donc en octobre 2020, au moment de la nomination, c'est quoi la situation d'IBM en France ? Alors là, très franchement, je me suis dit, il y avait pas mal de défis à relever. C'est-à-dire, d'abord, on était en pleine crise sanitaire. C'est ça. Comme tous mes pairs dirigeants, on sait tous que ça a été quand même un stress test incroyable pour tout le monde, mais aussi pour les dirigeants d'entreprise. Pour nous, c'était un moment absolument critique également parce que nous avons annoncé notre spin-off. Donc, spin-off, c'est une scission d'une activité majeure, qui est d'ailleurs celle que je venais de diriger dans mon job précédent, toutes les activités des services d'infrastructure et de la outsourcing, une activité quand même de pratiquement 20 milliards au niveau mondial, 90 000 personnes, c'est énorme. Donc les enjeux sur le plan opérationnel pour nos clients, organisationnel et humain, absolument majeurs, je dirais. Et dans le même temps, nous avons enclenché un plan de transformation dans différents pays, mais en France, un plan de départ volontaire, je tiens à le dire, mais qui évidemment aussi est très exigeant sur le plan humain de l'accompagnement, et un changement dans la façon dont nous opérons sur le marché, ce qu'on appelle le go-to-market. Donc, je dirais un changement organisationnel très profond. Et je me suis dit, finalement, on a 4 disruptions d'un coup. C'est ça, tout se cumule en plus. Voilà, tout se cumule. Je peux vous dire que dans le même temps, pour différentes raisons, ça a amené 98% de changements dans l'équipe de leadership. Et là, je me suis dit, ça va être majeur que nous traversions ces disruptions en sortant par le haut et sans perdre nos valeurs, sans perdre notre âme. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous renouvelez 98% je ne l'ai de la pas direction fait proactivement. Il y a eu certains changements que j'ai fait proactivement, mais les conséquences de tous ces changements ont amené 98% dans l'équipe de changement dans l'équipe de leadership. Et des personnes à ce moment-là, donc vous nommez en interne ou vous allez chercher à l'extérieur ? J'ai fait des recrutements externes. Il y a des gens qui sont partis chez Kyndryl. Il y a des gens qui sont partis dans le plan de départ volontaire. Kyndryl, c'est la société que vous cédez. Absolument, c'est la spin-off. Vous faites bien de le préciser. Et puis, du fait de la réorganisation, il y a des gens qui ont changé fondamentalement de job parce que les gens ont changé de job et les jobs ont changé. En fait, c'est vraiment intéressant parce que je me souviens très bien les conversations qu'on a eues avec les équipes avec qui on a piloté toute ces transformations. Moi, je leur ai dit, on va protéger notre âme, on va s'appuyer sur nos valeurs et la dimension humaine va être absolument majeure. C'est créer de la confiance avec nos clients, notre environnement, nos équipes, nos managers. Je dirais qu'en début de l'année 2021, on a mis la tête au-dessus de l'eau. Et là, le premier constat qu'on a fait, c'est qu'on avait gardé notre âme. Et on s'est appuyé sur nos valeurs. Et moi, c'était ma première raison de me réjouir, finalement, et d'être fière. Voilà. Et donc, ça nous a amené à la nouvelle IBM. Voilà. Et de positionner la nouvelle IBM, puisqu'on venait de finir la réalisation de cette spin-off, en fait, fin 2021. Et les valeurs d'IBM, c'est quoi ? Alors, les valeurs d'IBM, elles sont je dirais, intangibles. C'est ça qui est intéressant, sur plus de 110 ans. La première, elle est sur le succès des clients. Donc, on est tourné vers le succès des clients. Quand on le décline dans le monde d'aujourd'hui, un exemple très concret, ça va être, par exemple, notre position sur les données, la propriété des données. Ça fait des dizaines d'années qu'on dit que les données appartiennent aux clients et qu'on n'est pas là pour les dérober ou les utiliser, parce que nous considérons que les données sont des leviers extraordinaires pour le succès des clients, par exemple. La deuxième valeur, elle est autour de l'innovation, mais ce n'est pas l'innovation dans l'absolu, c'est l'innovation qui sert à quelque chose. Et là, ça nous amène à beaucoup de réflexions et de travaux sur justement ce qu'apporte l'innovation technologique, à quoi ça sert, et comment on s'assure que c'est bien au service de l'être humain, des organisations, de la création de valeur, de la planète. Et la troisième dimension, c'est la confiance dans toutes les relations et toutes les formes de relations. Et en fait, par extrapolation, confiance dans les technologies, dans l'utilisation des technologies. Et je trouve que ces valeurs, imaginez qu'elles ont plus de 110 ans,
C'est quand même intéressant de se dire qu'on se retrouve encore aujourd'hui à faire valoir ces valeurs. Elles n'ont pas évolué depuis 110 ans. C'est le même socle de valeurs. C'est le même socle de valeurs. Incroyable. Et notre raison d'être, on l'a formulée en disant qu'on voulait être le catalyseur, justement, de ces changements qui font avancer les choses. Mais en fait, pour nous, ces valeurs sont tout à fait les piliers, je veux dire, Absolument. de ce positionnement. Alors, c'est une très bonne transition, puisque si on rappelle un petit peu l'histoire d'IBM, la société est plus que centenaire. Elle est créée en 1911 aux États-Unis et elle est présente en France depuis 1914. Absolument. Voilà. Première filiale en dehors des États-Unis, créée en France en 1914. Exactement. Voilà. Et donc, on aussi remonte un petit peu justement ce fil d'histoire. On se rend compte en fait que le monde doit à IBM des avancées technologiques sans précédent. Moi, j'en ai relevé quelques-unes que je souhaitais partager avec vous. On a le premier calculateur universel, suivi du premier ordinateur en 1952, le stockage magnétique, la géométrie fractale, le scanner à code barre, le microscope à effet tunnel pour observer les atomes, la machine à écrire électrique. Voilà. Et donc IBM a notamment été le plus gros provider de brevets dans le monde, une des plus fortes capitalisations boursières mondiales, notamment des années 60 à 80 globalement. Et si on tient compte d'ailleurs de l'inflation, ce qu'on a remarqué, c'est que en fait c'est pas Apple la plus grosse capitalisation boursière mondiale, mais c'est bien IBM qui détient ce record avec une capitalisation boursière en 1967 qui représentait 1300 milliards de dollars. Voilà. Donc on connaît effectivement IBM de par cette reconnaissance qu'on lui doit sur les activités de mainframe, d'infrastructure, de logiciels, etc. Ce qu'on a retenu, c'est qu'aujourd'hui, c'était globalement 4 métiers principaux. Le matériel pour les infrastructures, le financement, les logiciels, le conseil, etc. Et un groupe qui aujourd'hui représente donc 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022, 320 000 personnes dans le monde. Sur IBM France, Béatrice, c'est quoi les activités plus précisément de la société ? Alors en fait, les activités, elles sont celles d'IBM et ma responsabilité avec mon équipe, c'est de lui donner du sens dans un beau pays comme le nôtre et je dirais par rapport aussi aux aspirations françaises, les particularités françaises. Et toute une partie de mon rôle est de faire valoir au sein d'IBM et notamment au niveau de la corporation l'intérêt de la France, l'attractivité de la France, le Choose France. Et typiquement, fait partie de mes conversations. Et puis, je fais un peu la même chose dans l'autre sens aussi, bien évidemment. Alors nous, c'est simple, et c'est vraiment la nouvelle IBM, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a 2 gros piliers. Un pilier autour de la technologie, matériel, logiciel, cloud provider, et un pilier autour du conseil et de l'intégration. Donc ça, ce sont vraiment nos deux types de savoir-faire. Et les grands domaines... Et c'est très très pertinent bien évidemment en France pour nos clients avec notre écosystème. Vous avez tout ce qui est autour du cloud, mais avec une conviction affirmée depuis plus de 10 ans autour de l'hybride IT et l'hybride cloud, multi-cloud et hybride cloud, ce qui ne veut dire pas tout cloud public, mais bien sûr on va aller chercher dans le cloud public les apports que ça peut donner pour les entreprises. Toute la partie autour de l'intelligence artificielle et de la donnée, et ses multiples utilisations. Et ce qui veut dire que ça induit de façon très naturelle en transverse beaucoup d'activités autour de la cybersécurité, bien évidemment, qui est quand même la préoccupation numéro 1 des dirigeants d'entreprise aujourd'hui, on le comprend. Ce qui amène très naturellement aujourd'hui et qui remonte vraiment en haut dans les préoccupations, tout ce qui est autour de la sustainability, bien évidemment. Et puis, on prépare l'avenir, mais je dirais que ça se rapproche de nous, c'est le quantique. Voilà. Là, j'essaie un peu de simplifier les grandes thématiques. Effectivement, c'est important de le faire. Et globalement, quelle est la répartition en fait, des activités sur... Alors en fait, imaginez qu'on est à peu près à 70% de notre chiffre d'affaires qui est fait sur la partie logiciel et conseil. D'accord. Voilà. La partie infrastructure matérielle, en fait, il y a aussi une notion en termes de chiffre d'affaires de cycle, évidemment technologique. Là, par exemple, on a annoncé en mai de l'année dernière la nouvelle génération de mainframe. Le Z16, ça s'appelle le système Z, le Z16. Intéressant parce que c'est le premier serveur au monde quantum safe, donc qui a un bouclier cryptographique par rapport à la menace aussi sécuritaire qu'amène le quantique au-delà de ses bienfaits. Eh bien, l'adoption de cette nouvelle technologie, la France a été le premier pays du monde en termes de vitesse d'adoption du mainframe Z16. En 2 trimestres, on a plus de 82% de notre base installée en nombre de MIPS, qui est la mesure de la performance.
qui s'est tourné vers le Z16, ce qui est absolument record. Et c'est encore 10 points au-dessus de la génération des Z15. D'accord. Donc ça montre l'enthousiasme, la valeur et l'engouement autour de cette plateforme. Et ça montre aussi ces effets de cycle technologique, bien évidemment, que l'on trouve dans nos serveurs, par exemple. Et le groupe, pour le coup, est sensible, a une sensibilité forte sur la France, pour le coup. Absolument. La France est un pays important. Alors là, je vous donne un exemple dans le domaine du mainframe, mais ce qui est reconnu, je dirais, c'est la valeur de certains types de compétences, notamment. Donc, on sait qu'on bénéficie d'un nombre d'ingénieurs, par exemple, extraordinaires en France. Donc, il y a un terreau en termes de R&D qui est très intéressant. La partie quantique est vue comme aussi une dimension dans laquelle la France a tout compris, quelque part, investi avec le plan du président Macron d'1,8 milliard, qui est ambitieux et la raison d'être ambitieux sur le sujet. Donc oui, je dirais que la France est bien considérée. Le sujet qui par moment peut être un défi et qui m'occupe pas mal, c'est l'aspiration et les exigences en termes de souveraineté, que l'on comprend tout à fait, notamment sur le cloud. Donc ça, on comprend tout à fait, on le respecte. Je dirais que la France se distingue, se particularise sur les conditions qui sont exigées dans certains domaines autour de la souveraineté, qui font que pour un acteur comme nous, même si on est depuis 1914 en France et que IBM France SAS, c'est bien une société française, on est un acteur américain, les capitaux sont non européens, et ça a des conséquences. Donc ça veut dire qu'il faut que je définisse des stratégies pour quand même favoriser l'adoption de l'innovation technologique, mais en ayant des partenariats très serrés avec des acteurs à capitaux européens. Absolument. Et ça, vous avez réussi à créer donc ce réseau de partenaires en Europe et en France. Oui, absolument. Ben, ça, c'est majeur pour nous. Bien sûr. Ouais, c'est majeur. Donc, je dirais que la nouvelle IBM, telle qu'on l'a positionnée, elle s'est résolument tournée vers l'écosystème. Donc, des sociétés qui auraient pu auparavant voir une concurrence, notamment quand on avait encore chez nous l'activité de services d'infrastructure, sont aujourd'hui de très grands partenaires. Donc, toutes les ESN sont des grands partenaires d'IBM. Je dirais que les hyperscalers sont des grands partenaires d'IBM. Les grands éditeurs de logiciels sont des partenaires d'IBM. Et il est très recommandé sur un projet client de travailler main dans la main avec l'un de ces acteurs, une start-up. Il n'y a aucun problème. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a aussi fait un gros investissement sur les équipes techniques. Quand je vous dis un gros investissement, c'est qu'il y a quelques années, on avait 5 commerciaux pour une personne technique. Maintenant, c'est 1 pour 1. Donc, vous voyez, on a complètement des bascules rééquilibrées. Et on a créé ce qu'on appelle un client engineering, par exemple, qui est un mode garage, en fait, où on a des équipes qui sont là, avec les partenaires dont je parlais, de l'écosystème, pour un client donné sur un cas d'usage qui a été choisi par le client, eh bien, de démontrer comment la technologie va vraiment répondre ou pas à ce cas d'usage, mais le faire très rapidement en mode agile, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est très concret. Dans le monde d'aujourd'hui, l'attente des clients, elle est quand même évidemment centrée sur des ROI très courts. Il faut être probant, voilà. Donc on a besoin de le faire comme ça et c'est bien. IBM, donc c'est à peu près 25 sites en France. Oui, c'est absolument. Ça dans les régions, c'est vraiment très important pour nous. Bon, en région parisienne, notre siège est à Bois-Colombes. Oui. On est aussi à Noisy-le-Grand historiquement, et on a inauguré donc notre bâtiment. Maintenant, ça fait 1 an et demi à Saclay. C'était majeur pour nous d'y être, c'est évident. On travaille beaucoup sur l'IA. Il y a des équipes sur le bateau autonome, le Mayflower. Vous avez suivi ça certainement, qui proviennent aussi de là. Mais c'est important pour nous d'être présents dans les régions. Il y a une dynamique incroyable. On a des équipes de R&D aussi qui sont dans les régions et on y tient vraiment, quoi. C'est justement ma question. Quelles sont les activités qu'on retrouve sur ces sites ? Alors, vous avez des équipes techniques, vous avez des labs. Je peux prendre l'exemple. J'étais à Pornichet parce qu'on a organisé des Olympiades du numérique pour créer des vocations dans le numérique, notamment auprès des jeunes. Donc, dans une logique de recrutement. Oui, et puis d'acculturation et de susciter des vocations pour IBM ou pour d'autres, mais je veux dire, et notamment chez les jeunes filles, chez les jeunes collégiennes et lycéennes. Par exemple, à Pornichet, on a un lab, et en fait, c'est aussi au gré des acquisitions. Donc, à Nice, à Montpellier, on a un gros centre de service à Lille, on est présent à Lyon, bien évidemment, on a beaucoup d'activités aussi dans l'Est, à Strasbourg. Donc, pour nous, c'est important. Toutes ces régions sont très, très importantes, cette vitalité. Oui, donc ça vous donne un beau maillage territorial pour le coup. À Orléans, je ne voudrais pas en oublier, mais... Globalement, pour 2023, c'est quoi les enjeux pour IBM en France ?
En fait, le premier volet, je dirais, c'est de continuer sur le front du move to cloud dans ces logiques d'hybridation. Alors, pour ça, on s'appuie notamment, donc on a parlé de nos technologies, mais on s'appuie notamment sur les technologies de Red Hat. On a fait cette acquisition qui était une étape majeure, il y a plus de 3 ans. Ce qui est extraordinaire, force est de constater que la plateforme Red Hat OpenShift s'est imposée comme le leader du marché. Donc Red Hat, c'est une plateforme d'hébergement de données dans le cloud. De développement de containers et d'orchestration de containers. Je ne veux pas nous noyer dans la technique, mais quand même, on va dire que ça permet de donner la souveraineté, la maîtrise, l'interopérabilité pour les clients qui vont vers le cloud hybride. Et pour être très clair, ils vont développer une application une fois, et après, ils vont décider de la tourner où ils veulent. Et ils peuvent changer quand ils veulent. Donc ça, c'est extrêmement important pour pouvoir accéder à l'innovation, justement, de toutes ces nouvelles applications, etc., toutes ces nouvelles technologies. Donc la containerisation, c'était une étape clé. Donc on continue cet accompagnement de la transformation des entreprises vers ce qu'on appelle le move to cloud. Donc on a des technologies, on a beaucoup de logiciels, etc. Bon, ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est l'adoption à l'échelle de l'intelligence artificielle. Et là, c'est passionnant parce que tout le monde a commencé à faire des expérimentations, mais là, maintenant, on est dans une logique différente où on dit, en fait, on doit se reconstruire, se redéfinir en s'appuyant sur l'intelligence artificielle. Et là-dessus arrive toute la discussion autour de ChatGPT, qui, en fait, fait du bien au sens où maintenant, tout le monde s'y intéresse. Et donc ça, parce que c'était accessible. En fait, personne n'a attendu ChatGPT pour faire des modèles de fondation, pour faire de l'IA générative. Mais ce qui est bien, c'est que ça la rend publique, on va dire. Alors, c'est le monde du consommateur, il faut être clair. Pour nous, clairement, ça ne permet pas de faire de l'IA d'entreprise à l'échelle, at scale. Oui, parce qu'on rappelle, votre positionnement, c'est celui du monde des entreprises. Nous, on est sur la partie entreprise, B2B et B2B2C, parce que nos clients peuvent être B2C ou B2B2C eux-mêmes. Mais ce qui est important, c'est que, moi, je vois le côté très positif de ChatGPT, indépendamment des limites, évidemment, qu'on voit pour le monde de l'entreprise. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde a compris que maintenant, la question, c'était pas est-ce qu'on va en faire un petit peu et en mettre un petit peu à droite à gauche, c'est qu'on reconstruit ses fondamentaux, son business model, ses process, à partir de l'IA, en se disant ça va nous apporter quelque chose de positif. Donc, en fait, on a fait des annonces majeures à notre événement client donc à Orlando, en annonçant cette plateforme Watsonix, qui est vraiment un socle. Un socle pour passer à l'échelle. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, ça permet aux clients aussi de décider comment ils ont envie de créer de la valeur avec de l'IA. Nous, on leur dit, ne soyez pas que utilisateurs de l'IA, soyez créateurs de valeur. C'est-à-dire, prenez votre destin en main, on va vous aider, on va vous mettre à disposition des outils et on peut vous aider à les développer. Vous pouvez utiliser les nôtres, mais nous, on vous recommande vivement de vous créer des compétences chez vous pour les utiliser et les développer. Donc en fait, il y a 3 parties dans cette plateforme. Il y a une partie, on va dire, studio. Voilà, studio de développement de modèles. On propose ces fameux modèles de fondation, on en a plein. On fait un partenariat avec Hugging Face qui en fait amène toute cette dimension externe et une créativité phénoménale. Il y a plus de 4000 modèles qui sont créés par semaine. Ah, c'est énorme. C'est extraordinaire. En plus, c'est des Français. Bien sûr. Sur la tête. Ça fait vraiment plaisir. Ils étaient sur scène à Orlando avec nous. Bon, tout ça pour dire que les modèles, ils sont là pour être créés, pour être entraînés, tunés, etc. Donc en fait, ça c'est la première partie de la plateforme. La deuxième partie, elle est autour des données. Il faut des données labellisées, des données qui sont trusted, on va dire, nettoyées, etc. Donc là, on a une multitude d'outils et de prêts à l'emploi autour des données. Et on apporte 16 pétabytes de données pour que les clients les injectent aussi dans leurs modèles en plus des leurs. Pourquoi c'est important ? Parce que ces modèles, on les a déjà labellisés et il y en a dans de multiples domaines. Vous allez trouver des domaines sur des données sur la météo, sur des données juridiques, des données sur des brevets, des données sur la sustainability, des données sur la cybersécurité. Donc, en fait, ça va dans différents domaines, registres de domaines qui, en fait, complètent véritablement les données du client. Donc là, voilà. Donc ça ouvre, je dirais, des champs du possible et ça guide aussi les clients. Et la troisième dimension, elle est absolument fondamentale, c'est la partie gouvernance. Et là, vous aurez retrouvé tout ce qui est autour de l'éthique,
de la prévention des biais, de tout ce qui est lié à la compliance. Et là, en fait, donc c'est une boîte à outils. Donc il y a des outils qu'on avait déjà, mais on les a regroupés et on en a développé d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'appliquent à tout type de solutions d'intelligence artificielle, que ce soit celle d'IBM ou de quelqu'un d'autre, peu importe. Mais je suis dans mon entreprise, je crée maintenant ce socle d'IA, j'en ai partout, et il faut que je le gouverne. Sinon, oui, absolument. Sinon on va avoir des dérives terribles. Effectivement. Voilà. Effectivement. C'est un sujet intéressant ce que vous dites sur la donnée, la labellisation des données, etc. Parce que si on revient sur ChatGPT, aujourd'hui, quand on utilise cet outil, on a la possibilité en fait d'aller, de l'interroger pour aller chercher des données sur le web. Et on connaît tous en fait la qualité des données sur le web qui sont pas toujours d'une grande fiabilité. Donc, vous avez tout à fait raison. Donc il y a un énorme travail sur les données et c'est pour ça qu'il faut le simplifier, le canaliser, vraiment le définir et accompagner les clients par rapport à ça. Donc, pour moi, c'est une rupture. C'est une rupture positive, vraiment. Alors ça, ce sont les enjeux donc pour cette année, en tout cas toutes ces innovations qui ont pu être lancées. Et si on se projette dans les prochaines années, c'est quoi les ambitions d'IBM France ? Alors, je dirais que c'est le passage à l'échelle de ces 2 premiers thèmes qu'on vient de voir. Le 3e, il est autour du quantique. Je voudrais quand même en dire 2 mots parce que c'est fondamental au sens où, alors ça ne va pas remplacer l'informatique d'aujourd'hui, ça va permettre de résoudre des équations qui ne sont pas résolues aujourd'hui. Donc il y a des cas d'usage dans de multiples domaines, par exemple de pouvoir trouver des nouveaux matériaux. Alors je prends l'exemple de l'identification de molécules pour des membranes de capture carbone. C'est quand même majeur, parce que aujourd'hui on sait faire des membranes de capture carbone, mais elles sont pas, on peut pas les passer à l'échelle. Elles coûtent trop cher, elles sont énergivores, donc en fait c'est un problème. Là, on a réussi à trouver 500 molécules qu'on est en train de travailler. Grâce à l'informatique quantique. Absolument. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on est toujours dans une logique où on conjugue plusieurs technologies. Donc, quand je vous dis le quantique, il y a aussi de l'IA. Je prends un exemple. On a annoncé récemment un partenariat avec Moderna. Bon, ça fait plaisir aussi, parce que Moderna qui est très célèbre. Exactement, qui est grâce au Covid et son vaccin. Donc, c'est une annonce majeure qui conjugue le quantique et l'IA générative, justement. Et donc là, l'idée pour Moderna avec l'aide d'IBM, c'est de pouvoir en fait identifier comment on va pouvoir améliorer en fait le transport de l'ARN et la performance et toutes ses propriétés en fait. Quand on fait une annonce avec la clinique Cleveland aux US, donc là on est vraiment sur le vertical aussi de la santé. Avec le quantique, l'idée c'est de raccourcir le cycle de recherche en fait et de découverte. Là où ça prend 15 ans et peut-être 100 millions, si on arrive à faire en 10 ans et peut-être un peu moins et peut-être réduire de 30 ou 40% les coûts, ça ouvre quand même beaucoup de perspectives. Pourriez-vous nous redéfinir ce qu'est l'informatique quantique pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne savent pas vraiment ce que c'est ? Oui, alors en fait, je pense qu'il faut quand même pas se noyer dedans. En fait, c'est une informatique qui permet d'adresser les problématiques qui sont factorielles ou exponentielles. Et de pouvoir, au lieu de se baser sur le 0 ou le 1, en fait, on peut avoir tous les états intermédiaires. Donc c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça que, en fait, on est tout de suite en possibilité exponentielle. Alors la mesure de l'informatique quantique, c'est pas les bits, ce sont les qubits. Et on est en train de travailler nous sur des serveurs qui permettent en fait de faire monter la puissance en nombre de qubits et donc la puissance de calcul, la puissance d'analyse du nombre de combinaisons possibles. Pour un repas à 10 personnes, vous arrivez tout de suite à quelque chose d'ingérable en fait en nombre de combinaisons possibles. Donc ça c'est un exemple concret qui peut être traité par l'informatique quantique. On travaille sur le nombre de qubits. Donc on a publié notre roadmap qui dit que cette année on va dépasser les 1100 qubits. Ça veut dire que cette année on va pouvoir démontrer l'avantage quantique sur un cas d'usage réel, intelligent, qui sert à quelque chose. Et en parallèle, on travaille sur la qualité des qubits. Pour la fiabilité du système. Voilà, et ça, on progresse en fait énormément sur ce front-là, mais c'est très important parce que, encore une fois, les sujets sur lesquels on travaille, ce sont des sujets critiques.
Donc on peut pas se permettre d'être flottant, si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr. Parce que IBM donc, a sorti son premier ordinateur quantique en 2019. Voilà, et en fait c'était le système One, maintenant on a le système Two. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant il y en a 25 dans le monde. Ouais. Alors j'ai parlé de Cleveland, mais plus près de chez nous, en Allemagne, piloté par l'Institut Fraunhofer, et c'était Angela Merkel qui avait pris la décision. Donc ils ont fait le choix. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils travaillent avec tout l'écosystème allemand, mais par exemple sur des applications sur les batteries. D'accord. La recherche. Ouais. Alors nous, on travaille beaucoup avec des industriels sur les batteries. Des batteries sans recours aux métaux précieux, qui ont des temps de charge beaucoup plus courts, etc. Des choses extraordinaires. Donc ça, c'est quand même intéressant. Le Pays Basque vient d'annoncer et de signer avec IBM le choix du système One aussi, donc ça fait plaisir. Mais le Canada, le Japon, etc. Donc 25 dans le monde, et pour moi c'est important qu'en France, on arrive aussi à s'exprimer sur le sujet, parce que on a de gros défis à relever, bien sûr. Voilà. Absolument. Vous pensez à quoi comme défi, notamment ? Eh bien, je pense qu'on a envie d'être présent sur la batterie, sur tous ces sujets industriels, la chimie, la recherche de nouveaux matériaux, c'est très intéressant. Il y a le domaine médical, beaucoup de cas d'usage aussi dans le monde bancaire. Ça fait déjà pas mal de secteurs. Après, il y a un autre cas d'usage qui intéresse beaucoup de monde, qui est peut-être un petit peu moins mature, mais sur lequel aussi on travaille. C'est tout ce qui est optimisation, par exemple, des plans de tournée optimisés. On parle beaucoup du last mile dans la distribution, et quand on arrive dans les villes, la dernière partie de la livraison. Ouais, le dernier kilomètre. Le dernier kilomètre, tout ça. Ce sont des très très bons sujets pour le quantique. Ou par exemple, la modification d'un plan de transport. Imaginez le plan de trafic aérien. Ça pourrait être pour le ferroviaire aussi. Il y a tellement de paramètres en fait, et dès qu'il y a une perturbation, de repenser tout ça, c'est compliqué. Et donc IBM travaille aussi sur un super ordinateur quantique. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Béatrice ? Dans le monde, en fait, on cherche à s'assurer que dans les grandes géographies du monde, finalement, on va être capable de pouvoir pousser très loin la puissance de calcul, effectivement. Voilà, donc c'est une ambition. C'est une ambition qui porte sur 10 ans. Évidemment, c'est une prise de risque. Et c'est intéressant d'y associer, c'est ce que l'on fait, des universités, que ce soit japonaises, américaines, qui apportent leur savoir-faire là-dessus. J'étais très fière parce que pendant 3 jours, on a eu notre événement international sur le quantique à Paris. À Paris ? Chez nous. D'accord. Et en fait, ça a regroupé ce qu'on appelle le Quantum Network chez nous, qui sont 150 organisations, que ce soit des grands donneurs d'ordre, mais par exemple, justement, Moderna, Cleveland, etc. étaient là, des très grandes universités, très grands instituts de recherche du monde entier qui sont venus. Moi, ce qui m'a frappé, c'est à quel point c'est un petit monde, en fait. C'est vraiment une communauté très, très resserrée, hyper pointue. Et effectivement, moi, j'étais fière qu'ils soient là en France, parce que j'ai pu partager avec eux l'attractivité de la France aussi sur le sujet. Voilà. Il y a des startups françaises qui sont là, avec qui on travaille. Parce qu'en fait, nous, on a quand même, ça c'est aussi une fierté, justement, du savoir-faire français. À Montpellier, on a un hub quantique que l'on a développé, qui en fait fait le support mondial de la fameuse plateforme Qiskit, qui est en fait le compilateur au-dessus de la technologie dont on a parlé, et qui en fait regroupe des bibliothèques d'outils pour permettre de commencer à travailler sur des cas d'usage. Et ça, en fait, je dirais le support mondial et l'onboarding en fait des membres de ce network en fait est fait de Montpellier. D'accord. Et est-ce qu'on a aujourd'hui une idée du prix d'un ordinateur quantique, parce que vous dites qu'il y en a 25 dans le monde, donc c'est pas tout à fait public ça. Je crois. C'est pas public. D'accord. Ok. Bon. Alors, c'est juste pour essayer d'avoir une idée, parce qu'en fait, les clients de ces solutions aujourd'hui sont quoi ? Sont des États, ce sont des entreprises. Oui. Alors exactement. Ou voilà, la clinique Cleveland, je dirais, ou Moderna. En fait, soit on peut acquérir la technologie, soit en fait le consommer as a service. Alors je dirais que peut-être la première réponse que je devrais faire, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez travailler sur quelques qubits, vous pouvez le faire gratuitement as a service. D'accord. On le met déjà, et ça fait un certain nombre d'années. En termes de service. Voilà, as a service. Okay. Après, pour les membres du Quantum Network, en fait, ils ont un accès privilégié à un peu plus de puissance, etc. Bon, as a service. Et puis après, il y a l'acquisition de la machine. En fait, on n'est pas encore en phase active de commercialisation. Ça va venir peut-être d'ici 2-3 ans. Mais j'ai parlé de ces 25 systèmes parce qu'il y a des gens qui disent que c'est que de la R&D très lointaine. C'est pas vrai.
pas vrai. Non, ce que vous disiez qu'il y a des cas d'usage aujourd'hui, clairement dans le secteur médical, dans les matériaux et la chimie, donc ça devient concret. Voilà, c'est ça devient concret. C'est bien de se préparer. Et donc sur la protection des données, sur l'informatique quantique, vous en avez parlé tout à l'heure, IBM a lancé donc une solution qui s'appelle Quantum Safe. Absolument. C'est ça, donc en fait, vous développez les solutions et les innovations et en même temps vous protégez les données. C'est l'antidote. C'est l'antidote. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, et ça reboucle avec ce qu'on a dit au départ sur les valeurs, c'est que imaginez qu'on mise tout sur une technologie dont on sait pertinemment dès le début qu'elle peut avoir des dérives terribles et des gens mal intentionnés peuvent faire des gros dégâts, ça serait complètement irresponsable de ne pas travailler sur l'antidote. Et c'est pour ça que dans le même temps, nos chercheurs ont travaillé sur ces deux sujets. Et quand on emmène des clients, par exemple, à Zurich, dans nos labs à Zurich, eh bien, on met autant d'énergie à parler de la partie quantique que de la partie quantum safe, qui est donc l'antidote. Alors, tout à l'heure, je disais que le mainframe, le Z16, est le premier serveur quantum safe, ça c'est clair. C'était important, au-delà du mainframe, de pouvoir commencer à apporter des réponses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des clients qui sont inquiets, et ils ont raison de l'être, que des hackers ont déjà commencé à pirater des bases de données en se disant « je n'utilise pas tout de suite, j'attends que le quantique soit dispo, je vais craquer les codes à ce moment-là et après je vais pouvoir faire chanter avec des données et quand on a des types de données qui ont une durée de vie de 20 ans par exemple. » Bien sûr, et puis on s'imagine un peu ça, la quantité de données que peut absorber l'informatique quantique. Donc en fait, là ce que l'on a annoncé, ce sont des outils pour commencer à diagnostiquer, recenser dans l'entreprise. Parce que la cryptographie, il y en a un peu partout. Donc, c'est super important de savoir où sont ces données et quelles sont les technologies de crypto que l'on a, etc. De prioriser et de commencer à regarder comment on pourrait s'organiser en termes de remédiation. Et de commencer à avoir déjà des outils de rémédiation. Voilà. Et là, ce sont des équipes IBM qui travaillent sur le sujet. Et IBM est à la pointe de l'innovation sur ce sujet, ou il y a d'autres acteurs dans le monde qui ont également sont intéressés à ces sujets de cybersécurité dans l'informatique quantique. Tout le monde s'y intéresse. Je pense qu'on a quand même... Il y a s'y intéresser et puis après voilà, le faire. On a une avance certaine. Donc en fait, ce sont des outils. Ce sont des outils logiciels et des équipes d'experts en fait. Voilà. Alors... Et puis la R&D qui continue, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir là. Absolument. Et à mettre au point. Vous nous avez parlé tout à l'heure, Béatrice, de Watson X. Donc si on revient dessus, c'est effectivement une plateforme d'intelligence artificielle et de données en mode cloud. Voilà. C'est ça, et de gouvernance. Et de gouvernance, voilà, avec des données de confiance. Ça, vous l'avez cité tout à l'heure. Globalement, donc les objectifs de cette plateforme, si j'ai bien compris, c'est de rendre accessible l'IA aux entreprises et de pouvoir développer ses propres modèles d'IA. Absolument. Et c'est-à-dire que de reprendre la main en fait sur l'IA et de le passer à l'échelle. Okay. Parce qu'en fait, entre le moment où les entreprises ont commencé, en faisant un POC ici, une expérimentation à droite, en commençant à prendre telle application avec un peu d'IA dedans, c'est pas du tout la même chose que de dire je repense tous mes process, ma façon de fonctionner, là où sont mes données, etc. Et je me mets sérieusement à l'IA. Voilà. Donc, les entreprises ont beaucoup travaillé, elles ont créé des factories, enfin voilà. Mais, en fait, quand vous discutez, il y en a très peu qui ont véritablement une plateforme. Et une plateforme qui prend bien le sujet sous ces 3 dimensions. Qu'on fait le parallèle justement avec ChatGPT. Vous intégrez des données de qualité, des données fiables pour le coup à intégrer. Est-ce que ça veut dire que ChatGPT est presque déjà mort au regard de non, parce qu'encore une fois, encore une fois, moi je trouve ça, nous trouvons ça vraiment très positif, qui est cet engouement aussi, et que dans le monde public, on va dire, et des consommateurs, il y ait cet intérêt et qu'on apprenne à s'en servir, et ça va continuer à progresser, bien évidemment. La seule chose, c'est que le monde de l'entreprise a une responsabilité qui est un petit peu différente, un degré d'exigence. Aujourd'hui, quand vous posez une question à ChatGPT, vous allez avoir une réponse qui peut être différente. Si vous la posez 10 fois la question, vous n'aurez pas 10 fois la même réponse. Dans une entreprise, ça, c'est pas possible. Absolument. D'accord ? Aujourd'hui, quand vous posez la question à ChatGPT, quel est le profil idéal d'un développeur de code, il vous dit un homme blanc. C'est un problème. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dirais qu'il y a une différence importante. Tous les sujets, par exemple, d'explicabilité. Et ça, c'est un sujet sur lequel il y a encore beaucoup de choses à découvrir. À Saclay, on a des équipes qui travaillent là-dessus, de R&D. C'est une responsabilité, même sur le plan humain, juridique, énorme pour les entreprises. Parce que demain, on va vous dire, cette décision que vous avez prise, vous avez décidé de la faire prendre par votre modèle d'IA, ou par l'humain, ou par les deux. Démontrez-nous que vous avez bien réfléchi
et analyser pourquoi c'était le meilleur modèle de décision. Et c'est pas évident. Donc il y a toute cette réflexion et cette analyse de qui est le mieux placé pour prendre la décision et comment l'expliquer. Selon vous, en fait, l'IA reste un outil d'aide à la décision ou qui peut prendre la décision à la place de l'être humain ? Alors, nous, notre position, vous le savez depuis le début, c'était de dire, on ne parle pas d'intelligence artificielle, on parle d'intelligence augmentée, parce que fondamentalement, on n'est pas là pour remplacer l'être humain. Donc, on est parti vraiment sur des cas d'usage où à chaque fois, c'était le fait de pouvoir amener des éléments qui permettent à l'être humain de travailler sur des recommandations et pouvoir après mettre son jugement. Maintenant, il y a beaucoup de projets d'automatisation aujourd'hui pour des questions de rapidité, pour des questions de robustesse, de fiabilité et de coût. Alors, je crois que ce qu'il faut dire, c'est que l'IA permet de remplacer l'homme et la femme sur des tâches très simples, voilà, pour faire monter tout le monde d'un cran et être sur des choses plus évoluées. Bon, ce que ça veut dire, c'est que si on le fait bien, on pense et on repense en même temps comment on accompagne ça sur le plan des ressources humaines et sur le plan humain, bien évidemment, parce que ça veut dire redéfinir les rôles, redéfinir toutes les compétences et accompagner la motivation, le fait que les gens n'aient pas peur et qu'ils soient confiants dans le fait qu'ils vont pouvoir effectivement avoir un job intéressant sur lequel ils auront une compétence, créer leur expérience, etc. Et vous, votre vision, justement, dans l'usage des technologies demain, c'est quoi, Béatrice ? Alors, moi, elle est très positive. C'est-à-dire que, d'abord, je suis absolument pas inquiète sur l'innovation. On a un rythme d'innovation phénoménal, hein, et je parle pas que d'IBM, collectivement. Et je sais que demain, ça va continuer. Deuxièmement, je considère qu'il y a beaucoup plus à gagner qu'à perdre. C'est évident. La multitude des usages positifs et vertueux, c'est illimité. Mais il est qu'on doit absolument être très engagé sur notre responsabilité. Et ça, je voudrais juste dire un mot parce que c'est la différence entre l'incantation et la réalité. Et la réalité, c'est quoi ? Ça veut dire, est-ce que je fais les investissements ? Pour moi, c'est de l'argent. C'est-à-dire, par exemple, nous, on a créé une practice dans la R&D, rien que sur l'éthique pour l'IA. Et cette practice de chercheur, elle fait quoi ? Elle développe des logiciels qui permettent d'identifier quand il y a un biais et de le corriger. Donc c'est un exemple, mais voilà. Deuxièmement, des prises de position super affirmées pour essayer de changer les comportements. Vous savez qu'on a été à l'origine de cette charte des femmes dans l'IA. Oui, absolument. Mais c'est super important parce que si vous n'avez aucune femme dans l'IA, c'est évident qu'à l'arrivée, c'est catastrophique, quoi. Voilà. Donc en fait, il y a toutes ces dimensions-là qui sont très exigeantes. Et là, on peut pas faire semblant, on peut pas faire à moitié. Je pense qu'on est très attendu. Notamment les jeunes générations nous mettent aussi face à nos responsabilités, ont envie d'agir, et ça c'est bien. Donc moi je dis que c'est en plus une opportunité pour notre attractivité employeur. Que d'avoir cette innovation et Absolument. La possibilité de travailler sur des outils que Ouais. Personne d'autre ne peut avoir accès, par exemple. Oui. Quand vous me disiez aussi les priorités pour IBM en France, pour moi, aujourd'hui, on a la chance d'être très haut placé en tant que marque employeur. On est le 3e préféré des jeunes dans la tech. Je veux absolument qu'on continue à mériter cette place. Et en fait, il faut qu'ils sentent que vous êtes sincèrement et authentiquement engagés là-dedans et qu'ils peuvent agir eux-mêmes, quoi. On va revenir effectivement sur ces sujets autour de l'impact, notamment d'IBM sur ces sujets. Il y a un autre sujet que je voulais évoquer avec vous, Béatrice, c'est celui des partenariats académiques qui ont été mis en place avec des écoles d'ingénieurs telles que le CESI ou Centrale Supélec. Voilà, comment ça fonctionne, ces partenariats ? Alors, en fait, ça s'inscrit dans un engagement que l'on a pris à 2030 d'avoir contribué à développer les compétences de 30 millions de personnes. Ça, c'est l'engagement que Arvind a pris. Avant lui, Ginny Rometty, comme vous le savez, elle était très impliquée personnellement sur la partie compétences. Donc il y a un volet interne et il y a un volet externe. Et donc ce que vous décrivez fait partie de ce volet externe. Alors vous imaginez que pour moi en France, c'est majeur d'être auprès des universités. Bon. Fondamentalement, on tient à être près de toutes ces écoles qui sont des fleurons français et internationaux, bien évidemment. Très reconnus en plus. Très reconnus. Et là, qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Eh bien, on est proche des étudiants, on est proche du corps enseignant, et on essaye aussi de faire de la R&D ensemble.
D'accord, tout ça, vous les impliquez dans des projets internes IBM. Et on se rejoint, mais on prend Centrale Supélec, et il se trouve que avant même qu'on ait fait cette communication, on travaille ensemble sur un projet d'IA où il y a justement il y a des foundation models. Donc encore une fois, ChatGPT est arrivé, mais bon, heureusement, on n'avait tous collectivement pas attendu pour travailler dessus. Donc voilà, donc ça c'est très vertueux. Le saisie, moi j'étais ravie parce que en fait c'est intéressant. On contribue en fait au développement des compétences de tous ces jeunes, et on sait que juste après, ils vont être très demandés sur le marché. On vient juste de publier le rapport de l'Institut Montaigne que j'ai co-présidé sur les gaps que l'on a dans les compétences dans le numérique. Il faut quand même qu'on arrive à utiliser cette opportunité de création d'emplois pour attirer des talents dans le numérique. Donc c'est normal qu'on s'investisse. Donc voilà, on passe beaucoup de temps auprès de toutes ces écoles, etc. Pour moi, il y a un autre volet qui est, c'est un levier pour donner la chance à tout le monde. Donc il faut aller repêcher des jeunes qui se sont perdus en route. On fait beaucoup de communication, de sessions dialogue dans des établissements scolaires, notamment dans les situations un peu moins favorisées. Oui, là on est en dehors des écoles d'ingénieurs parce que globalement, voilà. Là on est sur des parcours assez linéaires. On a Pitech. Ouais. Où là on a un soutien magnifique, je dirais, du ministère de l'Éducation nationale, de Numéum, où là l'idée c'est quand même de donner la chance à des jeunes en lycée professionnel et de les amener pendant 5 ans au BTS pour montrer que dans le numérique on n'a pas besoin d'être bac plus 5 ou plus 12 pour apporter de la valeur. Et puis il y a tout le sujet de la reconversion et notamment des femmes, parce que le numérique permet véritablement de créer des miracles, quoi. Alors moi, je voudrais parler avec vous d'une initiative qui avait été prise par une femme qui s'appelle Swad Boudgrabé, qui a créé en fait des décodeuses. En fait, et les décodeuses en fait forment des femmes issues des quartiers défavorisés au métier de la tech, de la cybersécurité, etc. J'en parle parce que on a eu l'occasion d'organiser une conférence avec Swad il y a un petit peu plus d'1 an. Ça aussi, ce sont des initiatives dans lesquelles vous allez chercher des compétences, parce que moi, ce qu'elle nous expliquait, elle avait effectivement des partenariats avec des grands groupes, justement, comme SAP, etc. Puisque au bout d'1 an, en fait, ils arrivent à former des femmes vraiment au métier de la tech. Oui. Alors, en fait, d'abord, nous, on soutient tout ce type d'initiative, notamment parce qu'on a aussi développé une plateforme qui s'appelle Skills Build. Vous avez peut-être vu l'annonce du partenariat avec Social Builder, justement. Skills Build, en fait, c'est une plateforme et elle a été en premier lieu implémentée en France. Donc on était très fiers, mais c'est une plateforme mondiale. C'est une plateforme gratuite de formation au numérique avec différents degrés, vous imaginez, de profondeur. On a énormément travaillé pour continuer à traduire en français les modules. Et en fait, cette plateforme, on la met gratuitement à disposition de toutes les associations qui justement œuvrent pour tendre la main à des personnes un peu défavorisées, on va dire, les ramener sur le chemin de l'emploi, etc. Par exemple, pendant la crise sanitaire, au tout début, il y a des tas d'entrepreneurs qui ont été complètement perdus, et on leur a mis à disposition pour leur donner une chance peut-être de se repositionner dans d'autres jobs, des auto-entrepreneurs, je pense, par exemple. Vous voyez. Donc ça c'est l'apport de la plateforme. Après, je dirais, on a, nous, des sources de recrutement sur des personnes qui sont reconverties. Par exemple, cette initiative Invest in Digital People dans le nord de la France. Sur 1000 personnes, 1000 demandeurs d'emploi, on en a quand même, nous, embauché 150. Donc, je trouve que c'est quand même très positif. Là, on vient de faire une version 100% féminine. Pas mal. Très bien. On a les académies. Donc, la première qu'on a faite, c'était avec Carole Delga et Pôle emploi, donc à Montpellier, Académie de l'IA. Bon, c'est magnifique. Quand vous vous rendez compte que 100% des diplômés, avant leur diplôme, ils ont déjà un job. C'est plutôt prometteur, effectivement, c'est assez inspirant. On refait avec Carole Delga, donc je suis très contente, une académie, là maintenant c'est IA et Cyber. Et on démarre avec le soutien de Xavier Bertrand à Lille, oui. Mainframe et IA. D'accord. Voilà, et en fait je suis en discussion honnêtement avec tous les présidents et présidentes de région pour regarder quelle est, suivant la connotation de la région, quelle est la thématique qui va les intéresser. Voilà, on a avec Epita et Deloitte une académie de la cyber, dans le cadre du campus cyber aussi, qu'on vient de lancer. Il faut qu'on fasse il faut qu'on accélère là-dessus. Oui, absolument. Ça fait sens parce que vous estimez en fait un manque de compétences demain. Si on parle rien que de la France, vous avez déjà des chiffres peut-être? Alors, pour IBM, pour IBM, je dirais que on a la chance de quasiment avoir toutes les compétences que l'on cherche. La première chose, c'est qu'on a un taux d'attrition qui est extrêmement faible.
5,5%. Tant mieux. Bon, voilà, tant mieux. Maintenant, il est évident que quand vous êtes sur des métiers vraiment sous haute tension, c'est là où ça prend plus de temps pour aller chercher les gens. Et d'où l'importance de ce que l'on a dit tout à l'heure sur l'attractivité employeur, de donner envie aux gens de venir et de rester, de se projeter, de s'épanouir. On est bien d'accord. Oui. Et qui dit attractivité de l'employeur dit aussi management, d'où ma transition vers justement les pratiques managériales chez IBM. Alors ça, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce que d'abord, nous, on en a une vision dynamique. C'est-à-dire que très régulièrement, en fait, on s'est posé pour redéfinir les caractéristiques d'un leader ou d'une leader dans la période. Et là, c'est intéressant parce qu'on a repensé notre modèle. Donc, on a 6 attributs. Et vous avez des nouveaux attributs, en fait, qui apparaissent. Alors, c'est peut-être qu'une question de formulation, mais par exemple, le mot courageux. Courageuse. Moi, je suis super heureuse que ce soit dans notre liste des 6 parce que je pense que aujourd'hui, il n'y a pas de place pour des dirigeants et dirigeantes qui ne soient pas courageux et courageuses. Mais la question, c'est est-ce que je suis courageux ? Pas évident. C'est quoi le référentiel ? Exactement. Donc c'est pour ça qu'en fait, moi, la façon dont je le raconte, c'est de dire je construis mon courage. C'est en fait à l'épreuve, c'est à l'épreuve du feu, à l'épreuve de tout ce qui nous arrive dont on ne connaît pas, en fait, la moitié maintenant, c'est ce qu'on a découvert, c'est qu'on ne sait pas du tout ce qui nous arrive, voilà. Et c'est important, la façon dont ça percole dans l'organisation, bien évidemment, parce qu'il faut que les managers se reconnaissent là-dedans. Moi, je travaille beaucoup sur l'exemplarité avec toutes les équipes de direction. Après, vous avez la strate des first line managers. Essentiel dans toutes nos enquêtes sur... Donc le management intermédiaire, middle management... c'est majeur. Et je suis entièrement d'accord avec vous. En fait, c'est la valeur refuge. C'est eux qui ont ils ont le plus haut score dans toutes nos enquêtes sur la motivation des collaborateurs. C'est toujours le manager, la manager. Donc ça, c'est positif en même temps, mais il faut qu'on les aide, voilà, à se renforcer, etc. Voilà. Donc en fait... Pour moi, il y a ces attributs. Donc, en fait, il y a toute une thématique autour d'un mindset, le growth mindset, donc mentalisé pour la croissance, complètement focusé, concentré sur l'équipe. Ce terme anglais que j'aime bien, resourceful, qu'on a traduit chez nous, ingénieux, ingénieuse, ce qui convient bien dans la période où on a quand même des choses intéressantes qui nous arrivent. Le mot trusted. Donc digne de confiance, ça c'est fondamental. Et le dernier point ne va pas vous surprendre, c'est concentrer sur les résultats. Voilà, bon, ça c'est évident. Maintenant, dans la façon dont on le traduit dans la vraie vie de tous les jours, pour moi, et ça c'est plutôt mon cheminement personnel, c'est ce leadership positif et bienveillant qui est quand même une façon de vivre, une façon de respirer, une façon d'être, et qui nécessite quand même une vigilance de chaque minute et de cohérence. De cohérence dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit. Quand vous dites vigilance, c'est vigilance vis-à-vis justement des managers qui incarnent en fait cette bienveillance et ce positivisme. Mais vigilance de toutes les décisions qu'on prend, des mots qu'on utilise, des actions que l'on décide, la façon dont on les exerce, la vigilance de toutes les secondes, parce qu'il y a bien un moment donné où il va y avoir un problème quand même. Donc quand il y a un problème, quel est le sang-froid que l'on a ? Qu'est-ce que l'on reflète aux autres ? Pour moi... Et c'est vraiment, j'échange beaucoup avec les équipes là-dessus parce que je fais aussi beaucoup de mentoring. Moi, j'ai 36 mentees, donc c'est un peu un incubateur pour moi de recherche. Mais à un moment donné, le message, c'est il faut travailler là-dessus. On ne peut pas faire l'économie de la réflexion et de l'expérimentation pour chacune des collaborateurs, des managers, etc. Et de se dire dans quelle mesure je suis dans le leadership positif. Est-ce que j'ai vraiment un impact positif ? Parce qu'il y a eu quand même toute une période, si on regarde en arrière, de management coercitif et très incisif. Et moi, j'ai eu la démonstration, j'ai eu la preuve tous les jours que, au contraire, c'est si on crée un différentiel positif. Quand on va de l'avant, on crée un différentiel positif. C'est-à-dire qu'on crée plus de forces vives positives et on essaye de neutraliser un peu ce qui est négatif. Ça ne veut pas dire qu'on est des bisounours, mais je veux dire, à un moment donné, il y a beaucoup plus de mobilisation par le positif, ça c'est clair. Je reviens quand même à ce que vous avez dit au début de l'interview, Béatrice. Vous avez quand même 98% des membres de l'équipe de direction qui changent. Oui.
Et on est donc sorti de confinement quand vous arrivez, mise en place du télétravail, etc., etc. Alors même si sans doute il y en avait déjà un peu chez IBM, mais des changements bien sûr. C'est-à-dire que cette culture managériale, on l'entend très bien et elle est hyper linéaire. Maintenant, comment est-ce que vous l'avez installée? Par quelles étapes vous êtes passé pour installer en fait cette vision aussi managériale dans les équipes? Alors, il y a une chose qui a changé radicalement au début de la crise sanitaire. Ça a été le fait d'avoir une fréquence d'échange avec les collaborateurs, avec des cibles à chaque fois, mais complètement surdimensionnées, sans commune mesure. Hein. Je pense que beaucoup d'entreprises faisaient peut-être 1 à 2 kick-off ou grandes réunions de lancement par an avec l'ensemble des collaborateurs. Nous, on est passé à 1 fois par mois minimum, voire tous les 15 jours. Avec tous les collaborateurs ? Avec tous les collaborateurs. Vous imaginez ce que ça veut dire en termes de travail. C'est énorme. Session dialogue. Donc moi, j'ai mis en place tous les mois. Donc il y avait tous les mois, donc ça fait 15 jours hein, du coup, tous les mois une session où là, c'était les collaborateurs qui contribuaient au contenu, en faisant des vidéos même de chez eux, etc. Génial. En mettant en lumière des gens qu'on voyait jamais. Super. Et à notre initiative, par exemple, une session tous les mois, dont la moitié du temps était consacrée au dialogue, sans filtre. Donc ça, c'est un changement, parce que il faut rester au contact. Et donc, bien sûr, maintenant, on l'a inscrit ça dans les gènes. La même chose avec les managers. Des groupes de travail, de réflexion avec les managers, avec des psychologues, avec des médecins, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'inquiétudes aussi, hein, beaucoup de tensions, etc., de culpabilisation aussi. Pourquoi j'ai des collaborateurs qui vont aller sur site pour faire des gestes de maintenance dans des hôpitaux, alors que y a des managers qui sont quelque part chez eux. Ouais. Voilà, donc tous ces sujets-là, évidemment, donc après ça a évolué parce que on a eu le sujet de l'hybridation et comment je gère le télétravail. Ça veut dire plein de choses parce qu'il y a eu le travail autour des sites, les rendre agréables, etc. Donner envie de revenir. Donc ça veut dire que les managers doivent être des animateurs et pour certaines, c'était nouveau. Donc vraiment, je dirais toute cette dimension aussi. Je prends un exemple concret, mais quand même, il faut le vivre. Quand on dit il y a les problèmes d'énergie, de consommation d'énergie. Donc on se cale à 19 degrés. Dans des grands sites comme les nôtres, et je sais que tous les dirigeants vont se reconnaître dans ce que je dis, avec des grandes baies vitrées, etc., vous ne pouvez pas protéger un ressenti 19 degrés partout. On a eu froid, et je sais que tout le monde le sait. Donc pour faire revenir les collaborateurs et les collaboratrices, quand il fait froid, qu'on travaille en manteau, qu'on a des jobs où on ne bouge pas beaucoup, il faut le vivre quand même. Oui, absolument. Voilà. Et là, on est en train maintenant de se préparer. Les conditions de travail aussi. Toutes ces conditions de travail, mais voilà, on n'était pas habitué à ça. Donc en fait, moi, ce que je trouve vraiment très fort, finalement, c'est on s'est tous rapprochés. On s'est rapprochés au sein de l'entreprise, avec les managers, avec les collaborateurs, et on s'est rapprochés à l'extérieur de l'entreprise. Et j'ai trouvé un élan de solidarité incroyable avec les clients, avec les partenaires, entre dirigeants. Et j'ai trouvé une humilité, finalement, à se dire qu'on n'est pas au bout de nos peines. On garde le sourire et on avance, mais on est content de partager, d'échanger. Je rejoins totalement ce point de vue. C'est-à-dire que je pense que la crise ou les crises qu'on a vécues là, ces dernières années, sanitaires, économiques, l'inflation, etc., en fait, créent énormément de solidarité. Oui. Au sein de l'entreprise, mais également entre les organisations, entre l'écosystème en fait de l'entreprise, fournisseurs, clients, etc. Parce que forcément, on le voit aujourd'hui, il peut y avoir des problèmes de paiement pour certains clients ou fournisseurs, etc. Et donc en fait, tout l'écosystème essaie de mettre en place des solutions pour préserver en fait cet écosystème, parce qu'on est tous finalement imbriqués les uns avec les autres dans notre marché en fait. Donc, je pense que ça fait grandir tout le monde. Là où il faut qu'on soit vigilant, c'est que il y a aussi des gens qui se sont mis en retrait. Et là, on parlait de vigilance tout à l'heure, voilà, vigilance. Quand vous rendez compte qu'il y a des gens, alors c'est une toute petite proportion, mais il y a des gens qui ont pu mis les pieds au bureau pendant un an, c'est un problème. Tout à fait. Moi, j'ai peur qu'ils se désociabilisent. Vous voyez, donc, voilà, donc on échange beaucoup là-dessus aussi. Et
Voilà. Ça, c'est la clé aussi, hein, effectivement, je dirais dans la réussite de politique managériale, c'est l'identification des signaux faibles, de ce qu'on ne voit pas, de ce qui est finalement tout bas, on n'a pas toujours l'œil dessus et c'est très très compliqué à détecter. C'est exigeant, hein, et c'est passionnant. Enfin, moi, je pense que on vit une aventure sur le plan humain qui est, et en termes de responsabilité qui est incroyable. Ouais, je suis entièrement d'accord. J'aimerais parler maintenant avec vous, Béatrice, des sujets d'engagement du côté d'IBM au niveau de l'impact. Donc, globalement, c'est quoi la politique RSE d'IBM France et les engagements que prend la société pour réduire son empreinte carbone? Alors, la première chose, c'est que je pense que on peut pas être neutre ou neutre plus. Donc, il faut être très engagé et être concret et faire ce qu'on dit. Prendre des engagements et faire ce qu'on dit. Donc nous, sur la partie environnementale, en fait, et c'est vrai au niveau mondial, et du coup ça se décline dans tous les pays, en fait, ça fait plus de 50 ans qu'on a défini une politique environnementale. Donc en fait, 1971, vous voyez, donc ça remonte. Effectivement, vous parlez beaucoup de planètes sur les communications d'IBM. J'en parle parce que vous en avez parlé au début et je le recite. C'est pas souvent qu'on le voit. Alors en fait, je dirais qu'il y a deux volets. Il y a nous en tant qu'entreprise et nous en tant que partenaires, je dirais, de nos clients et de l'écosystème pour les aider. Et c'est-à-dire en disant, on doit être green, bien sûr, mais on est aussi une partie de la solution, comme un certain nombre d'acteurs du numérique. Et heureusement, parce que on sait très bien que sinon, si on laisse le numérique filer sans rien faire, ça sera un problème de toute façon. Voilà. Donc, en fait, je dirais que ça prend des formes multiples. Ce qui est sûr, c'est que nous, on a pris l'engagement, en fait, à 2030, d'avoir la neutralité carbone, à la différence des autres. Donc, en fait, je dirais qu'on suit ça depuis 1971. On était un peu en avance sur les points de passage. Et c'est pour ça qu'on a recalé nos objectifs un peu à la hausse, avec des jalons à 2025 et 2030. La particularité, c'est que nous misons sur l'innovation pour les émissions résiduelles. On trouve ça très bien de dire qu'on va... C'est-à-dire oui, je vais revenir parce que ça reboucle avec ce que je disais sur le quantique, mais... On trouve ça très bien de dire on va reforester pour compenser, etc. Encore faut-il, par exemple, savoir à quoi sert la reforestation. D'accord ? Donc, je vous donne un exemple d'innovation. On a en ce moment un moteur d'IA qui tourne à Manhattan qui est capable de mesurer exactement la capture d'une espèce d'arbre dans des conditions données. Or, aujourd'hui, quand les gens parlent de reforestation, ils prennent des métriques qui sont complètement génériques. L'intérêt là de l'IA, c'est un cas d'usage super intéressant qui va dire c'est tel type d'arbre, dans tel type d'environnement, ça va capter ça, donc beaucoup plus qu'une autre espèce. Et ça va permettre d'être beaucoup plus percutant dans la reforestation. Donc voilà, donc c'est pour ça que nous, on dit on veut miser sur l'innovation pour sécuriser notre neutralité, et c'est ce qui veut dire aussi qu'on est quand même assez confiant. Donc l'innovation, c'est ce que je vous disais sur les membranes de capture carbone. On travaille aussi sur, justement, une fois qu'on a capturé le CO2, qu'est-ce qu'on en fait ? On le recycle pour faire quelque chose d'intelligent. Par exemple, tout ce qu'on fait sur les batteries, c'est sur cet axe-là aussi qu'on travaille énormément. Le deuxième volet, c'est évidemment toutes les solutions que maintenant on propose à nos clients pour eux-mêmes travailler leur transition climatique, etc. On a fait l'acquisition d'Envizi, qui est le leader, en fait, de la mesure, parce que quand on parle de sustainability, encore faut-il être capable de le mesurer. Donc on a cette plateforme qui permet de mesurer la consommation de l'entreprise, de mesurer ses progrès par rapport aux objectifs qu'elle se fixe et d'établir tout le reporting, qui est une obligation légale, bien sûr. Mais on a aussi des solutions comme par exemple Tririga, pour avoir des immeubles intelligents et qui sont vertueux, je dirais, sur ce plan-là. Tout ce que l'on fait sur le Green IT. Donc là aussi, on peut être vertueux. Je prends un exemple. Quand on fait l'acquisition de Turbonomic, qui est l'un des leaders dans l'automatisation de tout ce qui est ressources informatiques, des infrastructures. Okay. Quand vous vous rendez compte que vous arrivez à réduire de 30% en fait le nombre de serveurs, par exemple, ou sécuriser... par rapport à la nécessité de stockage. Voilà. Ouais. Vous avez des économies immédiates et en fait, vous réduisez l'empreinte carbone. Donc c'est bien parce que là, on fait bien converger l'intérêt économique de l'entreprise avec l'intérêt de transition climatique. Mais la consolidation sur des Z-Linux, c'est la même chose. Quand vous arrivez à consolider plus de 36 serveurs Intel sur... Voilà. Donc ça, c'est toute la partie Green IT. Et puis le troisième volet, c'est la supply chain. Alors ça, c'est un très très grand domaine où en fait, tout ce que l'on a travaillé jusqu'à présent pour optimiser les supply chains, en fait, maintenant, c'est sous l'angle réduction des émissions CO2, par exemple. Exactement, sur le transport, par exemple. Voilà.
Le recyclage des déchets, très intéressant. On a un partenariat avec Technip. Donc ça, je suis fière parce que c'est quand même une belle société française. C'est très pointu. En fait, on a réussi à mettre au point un outil qui permet en fait de recycler tous les plastiques et qui, à l'arrivée, produit une poudre pure de plastique, comme si c'était vierge. D'accord. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de la façon dont on recycle le plastique. Il y a des plastiques qu'on n'arrive pas à recycler proprement. Donc en fait, on repart à zéro. Donc ça, c'est top. Donc ça va faire des avancées. Donc il y a des usines qui se construisent avec Technip pour maintenant regarder en termes d'industrialisation. Voilà. Donc ça, c'est un autre volet. Mais on travaille sur la traçabilité des déchets avec une start-up française. Donc Trace. Donc en fait, il y a de multiples volets. Donc nous, vous voyez, on est vraiment sur les deux fronts d'être green nous-mêmes et d'aider nos clients par rapport à leur propre trajectoire. Béatrice, demain, présidente de la République, quelle serait votre première mesure en faveur du climat ? J'avoue que je n'y avais pas réfléchi. Je pense que c'est important d'avoir des index et d'avoir une transparence forte des entreprises par rapport à ça. Donc je m'assurerai que toutes les lois sont respectées. Parce que, en fait, on se rend compte que dans bien des domaines, on a des lois qui sont bien. C'est vrai, notamment dans l'urbanisme, par exemple. Voilà, mais vous le retrouvez sur plein de thématiques. Jusqu'à quel point, en fait, les lois sont véritablement appliquées. Sur, par exemple, la préférence de la commande publique, sur des acteurs qui sont authentiquement impliqués et efficaces sur la partie transition climatique. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important. Si on parle désormais de diversité, d'inclusion, IBM a lancé un programme qui s'appelle Be Equal. Oui. De quoi s'agit-il ? Alors, l'idée, c'est de dire que pour nous, on est heureux de cultiver de la différence sous toutes ses formes. Ça a commencé très tôt, avec une déclaration avant les années 40 sur l'égalité à compétences égales, égalité de salaire, égalité d'opportunités de carrière. Ce qui était quand même assez innovant à ce moment-là, avec la première femme vice-présidente en 1943. Bon. C'était quand même assez précurseur. C'est l'innovation en soi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après, il y a eu toute cette évolution en se rendant compte que la différence, elle est sous toutes ses formes. Quand le président mondial d'IBM encourage la création d'un réseau sur la préférence sexuelle pour reconnaître l'importance de créer des conditions favorables pour les personnes homosexuelles, en 1984, c'est aussi un peu novateur. Il y a des gens qui l'ont regardé en disant « mais qu'est-ce que tu fais ?» Et culturellement, il y avait un certain répondant aux États-Unis. Dans des pays européens, il y avait un peu d'incompréhension aussi, etc., des réactions. Bon. Donc je dirais que déjà, et moi c'est une de mes raisons fondamentales d'attachement à IBM, il y a une sincérité, une détermination, une tolérance zéro par rapport à la discrimination, la différence sous toutes ses formes. Et donc, au fur et à mesure qu'on découvre là où il y a des problèmes, on rajoute toutes ces thématiques, mais c'est culturel, c'est générationnel, c'est évidemment la partie handicap. Bon, on est la première entreprise française à avoir établi un accord d'entreprise sur le handicap, ça fait 33 ans. Bon, c'est la neurodiversité. Pour moi, l'autisme, c'est extrêmement important. Le numérique est une opportunité pour valoriser l'autisme sous différentes formes. Donc voilà, on est obligé de s'engager. Donc après, une fois qu'on a dit ça et qu'on a cette politique d'entreprise qui est hyper déterminée, l'important, c'est surtout de créer les actions et les conditions qui font que vraiment on aide les gens à se révéler, quoi. Donc il y a la lutte contre les discriminations, tolérance zéro. Bon, par exemple, nous, on a des algorithmes qui tournent tous les trimestres, pour vérifier qu'il n'y a pas de discrimination salariale. C'est bien d'utiliser la technologie aussi au service de ça. De l'autre côté, par exemple, pour les femmes, on a le plaisir d'avoir un COMEX à parité, ça fait des années. Et mon prédécesseur que vous avez cité, Nicolas Sekaki, a été à l'origine de ça. Quand j'ai eu 98% de changements dans l'équipe de direction, c'est pas évident de retomber sur ses pattes sur la parité. On est d'accord. En fait, vous choisissez pas en fonction Maintenant, du sexe. Quand on fait ce travail de fond de développement des talents, eh bien, c'est plus facile. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut changer les mentalités de part et d'autre, c'est-à-dire à la fois des femmes, pour leur donner confiance en elles. On a toute une batterie de formation pour les aider à travailler leur leadership, leur impact, le fait de se révéler.
de se détendre, de mettre de côté les peurs, etc. Et puis il y a tout le travail de fond sur les préjugés, parce que il y a encore des gens aujourd'hui qui disent mais où est le problème ? Je vois pas où est le problème. Ah bon, je crois qu'il y a des problèmes. On le prend sous l'angle de cette thématique des alliés. Et j'aime beaucoup ce terme et ce concept. Les alliés, ce sont les personnes qui vont s'engager, prendre des risques et se rendre très visibles sur la préférence pour toute forme de différence. Et là, pour la première fois, j'étais super contente parce que ce sont mes équipes qui ont créé ça. Nous, on a plein de réseaux. On a des réseaux pour les femmes, pour LGBT, etc. Ils se sont regroupés et ils ont dit on va faire une croisière pour recruter des alliés sur l'inclusion et la différence au sens large. Et pendant 1 mois, on a eu des conférences, des ateliers, une multitude d'actions pour travailler sur l'inclusion et la diversité sous toutes ses formes. Des choses très ciblées, des choses générales. Mais il y a plus de 1000 volontaires. 1000 volontaires qui ont contribué. De la société qui ont contribué, d'accord. C'est extraordinaire, avec des partenaires de l'extérieur, des clients. Ça a créé toute une animation et l'idée, c'est de faire bouger les lignes, que les gens comprennent qu'on ne peut pas être neutre. Voilà. Oui, d'accord. Le sujet est suffisamment complexe, mais en même temps grave, pour ne pas être mis de côté. Et, c'est vraiment intéressant d'avoir ce retour d'expérience de ce qu'a pu être. Je pense que... Et là, le sujet générationnel est intéressant, parce que quand on regarde les jeunes générations, tout n'est pas réglé, mais en tout cas, et bien sûr qu'ils raisonnent différemment. Mais je vois par rapport à ma génération, évidemment qu'on trouvait ça bien. Mais on n'était pas engagé comme ça. Enfin, moi, je sais que je fonçais, j'essayais de faire bien, mais ça n'a rien à voir. Là, maintenant, alors en plus, dans mon rôle, je considère que j'ai la chance d'avoir une voix. Merci beaucoup de m'inviter, parce que ça me permet aussi de m'exprimer sur le sujet. Et, bien sûr, voilà. Et nous, on est là aussi pour ça. Et c'est vraiment des sujets, en plus de ça, de préoccupation. Souvent, même nous, nos clients nous en parlent, etc., sur des enjeux RH, pour le coup, et peuvent être face à des difficultés. Donc, tous ces témoignages, en fait, et ces retours d'expérience les intéressent en premier lieu. Donc, oui, et je pense que ça amène à des vrais sujets de questions de société. Par exemple, j'étais contente qu'on aborde la thématique de la santé des femmes au travail. On a fait une très grosse campagne de prévention du cancer du sein. On a fait une très grosse campagne sur la prévention des violences conjugales et essayer d'identifier, de tendre une main, de créer des conditions favorables pour que les femmes qui en subissent puissent s'exprimer. Ça permet de sauver des vies. Voilà. Donc en fait, ça va quand même assez. On travaille beaucoup sur l'accompagnement des personnes qui décident de changer de genre. On n'est pas sur des sujets non plus très faciles. Quand vous avez dit c'est complexe, oui, c'est complexe. Et il y a une des choses qui me fait plaisir, c'est que il y a eu aussi une création spontanée de Men for Gender Equality. Donc c'est un réseau, les hommes en action pour la parité. Donc ça, c'est très important, parce qu'il est hors de question que les femmes portent ça toutes seules, bien évidemment. On est d'accord. Et je pense que les hommes aussi sont sans doute les... sont très concernés. Sont très concernés et sans doute les mieux positionnés aussi pour porter ce sujet. Ouais. Voilà. Donc la responsabilité va dans les deux sens finalement pour développer cette parité femmes-hommes. On est bien d'accord. Béatrice, quel conseil, au regard de votre parcours, vous donneriez aux dirigeants qui nous écoutent pour gérer de la croissance, mais aussi des crises aujourd'hui ? C'est en toute humilité, parce bien que sûr, les dirigeants ont leur trajectoire de succès que j'admire. Bon, moi, ma conviction, je l'exprimais tout à l'heure par rapport au leadership positif. Je pense que c'est fondamental. Voilà. Je ne peux pas imaginer d'ailleurs un retour arrière sur le sujet. On va continuer à progresser, à grandir, mais voilà. La deuxième chose, on en a parlé aussi, c'est cette notion d'écosystème, c'est-à-dire de cette conscience cette évidence qu'on ne peut pas régler les problématiques auxquelles on est confronté en se recentrant sur soi-même. Et donc, moi, ce que j'ai observé, c'est cette ouverture. Je m'en réjouis et j'espère qu'on va continuer à la cultiver et à l'amplifier. Ça me paraît très important. Et le dernier volet, c'est justement la confiance dans l'innovation technologique. Ce que je trouve passionnant aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas un seul secteur d'activité qui ne se redéfinisse pas autour de la technologie. Et donc, c'est cette notion de confiance. Et là encore, il faut qu'on travaille ensemble pour que réellement, en fait, on soit dans une logique de confiance. Sur la technologie, sur son usage, sur les compétences. Au bout du compte, la valeur que ça apporte. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir ? À titre personnel, d'avoir toujours autant d'enthousiasme et de plaisir à relever ces défis.
parce que voilà, enfin, je peux même pas imaginer que ça soit autrement, mais Vous avez une énergie incroyable. Donc, je le dis parce que c'est toujours difficile à voir au travers du podcast, mais je le confirme. Écoutez, merci. Je vais remercier mes parents parce qu'en fait, ils sont à l'origine de tout ça. Non, en fait, moi, je vais vous dire, ma motivation fondamentale, c'est que justement, j'ai beaucoup reçu dans ma jeunesse, dans mon environnement familial, etc. Donc, je me sens une responsabilité, une dette de redonner, c'est clair. Ma motivation fondamentale, c'est que j'ai une passion en fait pour les relations humaines au sens profond, pétillant, stimulant, authentique, etc. Et donc, c'est ce que je vis aujourd'hui et j'ai vraiment envie de continuer à vivre ça. Alors, quand on dirige une société, la filiale d'une multinationale américaine, moi, j'ai envie, j'ai aussi besoin de signes d'amour en France. Et je suis entre la corp américaine à qui je fais valoir toute l'attractivité de la France pour être sûr qu'ils continuent à bien investir, etc. Voilà, je suis contente, on est dans cette dynamique-là. Et de l'autre côté, je passe aussi des messages et je fais beaucoup de travail en France pour m'assurer que une société américaine comme la nôtre, elle est aussi bienvenue, toujours bienvenue. On nous dit toujours qu'on est un acteur reconnu comme étant de confiance, que voilà, donc ça c'est positif. Et pour moi, ça me tient énormément à cœur parce que finalement, c'est notre raison d'être, c'est la pertinence de tout ce qu'on fait au quotidien avec mes équipes. Donc on est fiers. Béatrice, un grand merci en tout cas pour cet échange. C'était vraiment un moment très, très agréable parce que vous avez partagé des choses vraies de votre parcours en langue de bois avec beaucoup de sincérité et d'humilité. J'ai bien aimé en fait finalement ce qu'on voit de vous, cette capacité à porter finalement le poids de responsabilité. Vous venez de le dire là à la fin, effectivement, d'une entreprise américaine en France, qui est en plus de ça une entreprise très connue, donc qui est IBM, et tout en étant investi sur des sujets de société au travers de cette société, et pour accompagner aussi les sujets de société qui sont ceux de la France. Encore une fois, un grand bravo parce que c'était très touchant. Cette interview touche donc déjà à sa fin. Un grand merci Béatrice Kozowski pour cet échange. Voilà, je rappelle, donc vous êtes la présidente d'IBM France. Et donc une interview à retrouver sur la page des Afters de la Transformation, hébergée sur le site d'Adéquancy. Et vous pouvez également écouter cette interview sur les plateformes d'écoute. Béatrice, encore un grand merci et à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup Anthony.